Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Christelle Kirchstetter, je suis directrice de l'École nationale supérieure Art et Design. Si vous avez suivi les visites, on est tout au bout, c'est le bâtiment noir. Et je suis directrice depuis le 1er septembre. Donc je suis particulièrement ravie d'être ici aujourd'hui. L'École nationale supérieure Art et Design est une école du ministère de la Culture qui très rapidement prépare à 6 diplômes en art, en communication, en design. C'est aussi une école qui a 2 postmasters, un en art, un autre en typographie avec l'Atelier national de recherche typographique. Et puis surtout, c'est une école qui est membre de l'Alliance Artem, dont il va être beaucoup question aujourd'hui avec ce campus. Et l'Alliance Artem a été créée il y a 20 ans et elle est composée de 3 établissements, donc l'ENSAD, ICN Business School et l'École des Mines. Et l'objet de cette alliance, c'est quelque chose d'assez inédit, au moins sur un territoire national. C'est 3 écoles qui travaillent ensemble à une organisation pédagogique pour les étudiants tout au long de leur cursus, par des ateliers communs qui ont lieu tous les vendredis, par des semaines communes pour les plus jeunes, et puis par des projets communs qui sont en lien avec des entreprises, avec des collectivités. Et l'ensemble de ces projets associe des artistes, des designers, donc l'ENSAD, des managers, ICN Business School, et des ingénieurs. Voilà. Il y a aussi dans cette alliance Artem un incubateur qui accompagne des projets nouveaux pour les diplômés. Et puis il y a aussi autour d'Artem un regroupement qui s'appelle Artem Entreprises, qui associe une quarantaine d'entreprises qui accompagnent cette alliance. Donc cette alliance, elle a 20 ans. Elle fête son anniversaire le 17 octobre prochain avec une journée qui sera consacrée à son histoire. Alors je vous l'ai dit, je suis très nouvellement arrivée et je ne sais plus où a lieu cette journée, mais Elodie pourra nous le dire. Ici même, voilà. Donc ça, c'est assez fabuleux. Et puis cette alliance, elle a aussi pour chance immense et inouïe d'être implantée sur un campus. Donc je ne vais pas vous en faire la présentation, hein, elle va être faite après. Et sur ce campus Artem, on est voisin de l'Institut Jean Lamour, donc mon collègue en fera la présentation, et puis aussi de l'Université de Lorraine avec l'IAE. Voilà. Moi, encore une fois, j'arrive et je ne peux que vous dire que c'est une expérience en tant que directrice absolument extraordinaire de pouvoir travailler dans un tel environnement pédagogique, scientifique, dans un tel environnement architectural. Et je suis très heureuse d'être là aujourd'hui et de pouvoir découvrir aussi le projet dans son histoire, dans son organisation. Voilà, donc je vous souhaite une belle après-midi et puis je vais passer la parole à mon collègue, Monsieur Belmonte. Merci. Bon, alors voilà, comme ça a été dit, je m'appelle Thierry Belmont, donc je suis le directeur de l'Institut Jean Lamour. Donc je m'associe évidemment à Christelle Kirchstetter pour vous souhaiter la bienvenue à cet événement que nous organisions avec l'Alliance Artem qui vous vient d'être décrite en détail dans le cadre des Journées du patrimoine. Alors l'Institut Jean Lamour, c'est ce grand bâtiment qui est derrière, hein, de couleur jaune et verte qui s'étire en longueur avec 3 doigts. Et donc, il s'agit d'un laboratoire de recherche sur les matériaux, essentiellement, qui compte environ 500 personnes. C'est un très gros laboratoire au niveau français. Et nous avons la chance de partager ce campus avec les 3 écoles que l'on vient de mentionner. Alors, je ne vous cache pas que le chantier de ce bâtiment, puisque nous, on l'a vécu de l'intérieur depuis le temps qu'on est Institut Jean Lamour, c'est-à-dire depuis 2009 officiellement, puisque l'Institut est né de la fédération de 6 laboratoires qui existaient sur Nancy. Eh bien, ce chantier, construit par l'agence ANMA, a été toute une aventure pour pouvoir accueillir nos chercheurs et leurs instruments scientifiques, dont la complexité, la taille et les infrastructures qu'ils nécessitent requièrent un savoir-faire technique très pointu.
Alors cela a été toute une aventure également de le concevoir et de le construire, et ça reste une aventure quotidienne aujourd'hui pour le dompter et maîtriser les nombreuses subtilités techniques de façon à le faire évoluer au gré des projets scientifiques qui se succèdent dans cet institut. Nous y parvenons et nos chercheurs sont ravis du cadre de travail dont ils bénéficient. Nous recevons de nombreuses délégations de collègues scientifiques qui viennent de pays différents, qui sont impressionnés par nos installations dernier cri. Alors, pour celles et ceux d'entre vous qui n'auraient pas pu participer aux visites de ce matin, je vous précise que nous ouvrirons nos portes à nouveau le 5 octobre pour la fête de la science. Donc, vous aurez aussi l'occasion de visiter ce bâtiment si vous ne l'avez pas déjà fait. Et à cette occasion, vous pourrez voir certains de nos grands instruments de recherche, ce qu'on appelle le tube et d'autres outils. Alors, je vais à présent laisser la parole à Cyril Trétou, qui, comme vous l'aurez compris, est l'un des artisans de ce campus. Il est l'architecte urbaniste associé au sein de l'agence Nicolas Michelin et Associés. Il s'agit donc du cabinet d'architecture qui a conçu à la fois les bâtiments de l'Institut Jean Lamour et de l'École des Mines, ainsi que les aménagements de ce campus Artem. En regardant sa biographie, j'ai vu que parmi les grands chantiers sur lesquels il a travaillé, il a notamment dirigé le projet du ministère de la Défense à Paris. Et c'est finalement assez complémentaire avec le projet du campus Artem. D'un côté, on a construit un pôle universitaire sur le site d'une ancienne caserne militaire, et de l'autre, on a conçu un ministère des Armées comme un campus arboré, si je me réfère à ce qui a été écrit sur ce projet. Donc, Cyril Trétou, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous laisse la parole pour nous parler d'Artem, de ce pôle de recherche et d'études en cœur de ville, comme vous le définissez. Et puis, je précise pour le public que des micros circuleront donc à la fin de la conférence si vous souhaitez poser des questions à notre intervenant. Voilà, je vous remercie et je lui laisse tout de suite la parole. J'ai l'impression que je suis bien équipé, là. Il ne manque rien, en effet. Pourtant, j'ai l'impression que les saisons des TED, c'était plutôt au mois d'avril. Hein, mais merci pour ces introductions. Je parle un peu, ça fait fou. Ah, ça marche, là. En fait, je suis même très honoré de vous montrer, Madame la directrice, pourquoi vous êtes... Voilà, pourquoi vous êtes à cet endroit dans le site d'Artem. Pourquoi finalement... parce que c'était pas évident, il fallait positionner aussi les écoles. Donc je vais essayer de vous raconter un peu cette histoire. Je suis désolé, je vais peut-être répéter quelques mots, quelques phrases que j'ai dit ce matin. Je vois qu'il y a quelques têtes que je reconnais qui ont fait les visites. Les visites, c'est quand même ce qu'il y a d'essentiel, c'est qu'effectivement on est dans l'ambiance, c'est plus les paroles qui prennent le pas, c'est vraiment le ressenti. Ce qui va être bien là maintenant, c'est que je vais vous montrer quelques images qui vont illustrer pour certains ce que j'ai dit ce matin, et puis ces images sont aussi importantes parce qu'elles racontent l'histoire. Il y a un livre qui est sorti depuis une semaine, qui sera bientôt disponible, je pense, dans les librairies à Nancy, qui raconte l'histoire d'Artem avec les différents acteurs. L'université dans la ville, c'était essentiel. Pour pouvoir arriver à réussir ce challenge, c'est une équipe derrière extrêmement complète. On est à l'agence depuis une dizaine d'années, près de 50-60 personnes. Ça, c'était une photo à l'époque où on visitait le site en chantier. Voilà, donc c'est une équipe de 60 personnes qui est installée à Paris, mais qui principalement, ANMA travaille principalement en région. On est vraiment dans une drôle de situation. On est parisien, mais 80 à 90% de nos activités sont dans les grandes métropoles parisiennes. Donc ici dans la région, on a eu la chance de travailler à Metz, sur le quartier de l'Amphithéâtre, le quartier qui est autour du centre Pompidou-Metz. On a accompagné le maire et les équipes pendant pas mal d'années. Et pour nous, c'est un point important, cette équipe, parce qu'on doit durer. Hein. C'est un chantier, c'est une opération qui a commencé en 2006. On vient d'inaugurer l'IGL en 2019. Donc vous imaginez, c'est vraiment une question importante. La continuité, les équipes, parce que ce ne sont pas des projets de construction, ce sont des projets d'envergure d'urbanisme. L'urbanisme, ça se voit dans 10, 15 ou 20 ans.
On en parlera aussi sur la façon dont un quartier peut prendre, parce que c'est bien un bout de ville sur laquelle nous avons travaillé. Voilà, c'est une agence qui est à Paris, qui travaille dans des locaux plutôt sympathiques. Vous voyez, j'ai mis pour rigoler, on fait aussi un peu d'agriculture, de miel. Même à Paris, on récolte aujourd'hui un miel excellent. Donc, pour nous, c'est aussi un honneur de pouvoir travailler à Nancy, parce que ça fait partie des métropoles dans lesquelles on travaille. On a eu en 2006, et on a toujours un président, un maire, André Rossino, qui est un maire constructeur, un maire qui a une vision urbaine pour sa ville. Et nous, on a eu la chance à travers la France. Vous voyez quelques références. Vous avez parlé donc du ministère de la Défense. On a gagné effectivement ce projet assez exceptionnel, mais on est urbaniste à Bordeaux, à Montpellier, à Marseille, à Dijon et d'autres villes. On a construit des universités, on a construit des bibliothèques, des théâtres, des logements, des bureaux. On a une chance incroyable de travailler aussi à ces deux échelles du bâtiment et de l'urbanisme. L'urbanisme, c'est quoi? C'est accompagner les politiques pour construire et reconstruire parfois des zones difficiles dans des villes, mais c'est aussi s'interroger sur qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné ça se réussit. Comment on crée un nouveau quartier écologique, durable, agréable, même si on est aussi dans des densités. Construire en hauteur, c'est une vraie question. Donc voilà, pour nous c'est vraiment passionnant, avec une idée principale, c'est qu'on ne fait pas que de l'architecture, on ne fait pas que de l'urbanisme, on traverse des entités passionnantes sur le social, sur l'économie du projet. Donc on a souhaité, avec la fondation de l'agence, créer des expositions. On a fait une exposition sur argent, logement, autrement. On a expliqué à Paris, à Lyon, à Bordeaux, pourquoi quand on achetait un logement, il coûtait si cher. Privé. Et donc on a montré où était l'argent, le coût du foncier, le coût de la construction, le coût du fonctionnement du promoteur, notre coût quand on dessine. Et c'était très intéressant, ça nous a valu des reproches, parce qu'évidemment, pourquoi vous, architecte, vous vous intéressez aux finances? Vous vous intéressez à savoir pourquoi un logement coûte tant? Oui. Je crois que le métier d'urbaniste et d'architecte change énormément. Il doit avoir une vision transversale. La question de l'écologie est centrale. On ne peut plus aujourd'hui installer quelque chose sans se poser la question quel impact, en construisant, en plantant, on a sur notre terre, celle qu'on doit préserver. Donc ces éléments, on les a eus dès le départ. L'histoire de l'agence, c'est une conscience écologique, une conscience de l'urbain. Dès le départ, dans les années 2000-2001, à la création de l'agence, Nicolas Michelin, mon associé fondateur, avait déjà dès le départ réellement engagé ça. Et donc quand on vient sur le territoire de Nancy, avec l'histoire, et qu'on nous appelle en disant voilà, vous êtes retenu sur un grand projet international, vous avez là la fiche de l'exposition au final qui s'est faite à Paris, mais il y a eu une exposition ici, je crois en 2007, début 2007, dans une salle des Thermes de Nancy. Donc une exposition qui a exposé les différents projets. Donc c'est un concours international, Henri Cierny, Herzog de Meuron, Rem Koolhaas, l'agence, et puis Dominique Perrault, des grands noms de l'architecture qui se sont penchés sur ce site militaire pour se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire pour intégrer un programme de plus de 80 000 m². C'est énorme. C'est quelque chose qui a une dimension impressionnante. On ne vient pas comme ça dans une ville à 2 pas de la place Stanislas ou du parc de Sainte-Marie, comme ça, installé autant de mètres carrés. Donc, cette question, elle était posée dès le départ. Ça, c'est un de nos concurrents. Voilà. Est-ce que vous avez échappé à ça ou est-ce que vous auriez préféré ça? Je ne sais pas. Je ne citerai pas les noms. Là, il y avait une vision extrêmement contemporaine en disant toutes les écoles sont au même endroit, elles ont chacun un tube, elles se présentent comme ça devant la place de Padoue. Un concours international. Ça, c'est un autre projet d'un des concurrents. Voilà. Il y avait l'idée de pouvoir conserver peut-être sur le site les casernes de l'époque. On s'est vraiment posé cette question et ce concurrent s'est mis à les prendre dans son plan. Donc c'était un grand plan d'urbanisme avec un grand bâtiment et ainsi de suite. C'était une vision. On a en face de nous parmi les meilleurs architectes aujourd'hui au monde avec des grands prix. Ce qui était assez important, c'était de se dire finalement,
avec Nicolas, on s'est dit, mais comment on peut réagir dans notre fibre quand on voit que c'est un site de 10 hectares à occuper. Voilà. Eux, ils occupaient la totalité des 10 hectares. C'est la même chose ici. Donc on s'est dit, mais est-ce qu'il faut occuper ces 10 hectares? Qu'est-ce qu'on doit proposer? Ça, c'est un dernier projet. Je n'ai pas réussi à récupérer le projet de Perrault, de Dominique Perrault. Mais ça, c'est un projet qui était déjà dans une sensibilité qui nous plaît. C'était le projet d'Henri Siriani, qui proposait avec un grand paysagiste français, Corajou, de pouvoir avoir une séquence très végétale, extrêmement plantée. Donc il y avait, il y avait une grande partie plantée avec des bâtiments qui venaient tout le long. Nous, on a gagné avec ça. On a gagné avec une idée que personne n'avait eue, qui était de dire Artem, et j'en dirai 2 mots, c'est la réunion, c'est la façon de mettre en synergie plusieurs écoles ensemble dans un campus. Et nous, on s'est dit, en fait, la question de l'espace public, la question de l'espace commun est essentielle. On est venu avec un projet qui se glissait en termes de hauteur, mais qui était assez démonstratif par rapport à cette galerie. Ça, c'est le projet d'origine. Ça, c'est le projet que vous avez aujourd'hui. Il nous a fallu 2 ans de travail avec les villes, avec les équipes d'André de Rossino, avec la Solorem, avec la métropole, à l'époque communauté d'agglomération, pour faire évoluer le projet et trouver aussi une juste valeur, une juste économie par rapport à l'ambition générale. Mais à part cette couverture totale de la place de Padoue, qui a disparu, rien n'a bougé depuis le premier dessin que nous avons fait. Dans l'esprit, évidemment, dans tout le reste, ça a bougé, mais dans l'esprit. Il y a 2 choses importantes qui nous ont marqués lors de ce concours. J'en ai dit 2 mots ce matin dans les visites. C'est le site. 10 hectares. Un site militaire totalement fermé. Un site militaire doublé. Donc un site qui, concrètement, ne permettait pas aux Nancéens et Nancéennes de venir dans le coin. Il n'y avait pas d'intérêt à venir ici. La question qui était posée, c'est, sur ces 10 hectares, vous avez des bâtiments, vous pouvez les garder, vous pouvez les détruire. On a pris vraiment ce temps de conserver, de réfléchir sur cette idée de, est-ce qu'il faut garder le patrimoine militaire? Je crois que la région est remplie de casernes. Et on s'est dit qu'il y en avait encore une à côté qui allait rester. Donc assez naturellement, parce que notre idée dès le départ a été de faire de la ville, de créer des rues, de créer des parcs, de recréer des places, il fallait donc réussir à faire que les voies existantes puissent aller vers l'intérieur du site. Et donc ces bâtiments étaient très mal placés. D'une part, ils étaient vétustes et pas du tout adaptés à une logique universitaire, de lieux, d'amphithéâtre et autre chose. Donc la décision qu'on a prise, c'est de détruire la totalité des bâtiments sur le site pour reconstituer de la ville, pour avoir tout simplement la possibilité de tracer les rues qui existaient, qui sont en face, de les prolonger. Faire de la ville, c'est un point essentiel. Redonner un adressage, avoir l'impression qu'on peut traverser ce site, le traverser du sud au nord, de l'est à l'ouest. Le deuxième point essentiel, et vous l'avez dit, madame et monsieur le directeur, c'est que c'est Artem qui est à l'origine de ce projet. Tout était déjà dans le programme. Toute l'histoire que vous vivez depuis des années en construction et que vous vivez aujourd'hui, elle est écrite dans ce premier programme, Artem. 3 directeurs de 3 écoles en 1999 qui décident de mettre en place des moyens de collaboration au niveau pédagogique, mais aussi de mutualiser des lieux, de mutualiser les espaces de bibliothèque, de recherche. Et quand on dit que tout était déjà dans le programme, quand on a lu ce programme en 2006, pour nous, c'est un vrai bonheur.
On est urbaniste depuis une dizaine d'années, on cherche à ce que les lieux communs, partagés, arrêter de savoir qu'on construit, arrêter de voir construire des espaces individualisés. On a besoin de partager. Il y a de moins en moins de l'argent pour construire des opérations universitaires, des écoles. Donc c'était une idée magnifique. C'est une idée aussi très urbaine. Avoir l'idée de mutualiser des fonctions, c'est aussi l'idée de se croiser, de se rencontrer. C'est une idée du vivre ensemble qui était déjà née dans la tête de ces 3 hommes. Je crois que c'était 3 hommes, je ne me trompe pas. Bon, 3 hommes. Donc voilà, on a là les 3 entités, les 3 écoles, mais pour le concours, les terrains étant assez vastes, la collaboration étant déjà bien engagée entre l'IGL, l'Institut Jean Lamour et l'École des Mines, ça semblait relativement naturel que l'Institut Jean Lamour puisse aussi intégrer ce site, cette dynamique d'artémisation. Donc l'IGL, l'Institut Jean Lamour, qui est une donnée programmatique, des plus complexes, c'est le plus gros bâtiment, puisqu'il fait 28 000 m². Il faut savoir que l'école, par exemple, de l'IAE et lycéenne, c'est 9 000. Je crois que vous êtes autour de 8 600 sur l'école d'art. Le bâtiment de l'Institut Jean Lamour, c'est 28 000 m² d'une extrême complexité. Et notre idée, c'était d'intégrer ce bâtiment dans une logique de plan urbain et de ville. Alors, j'ai retrouvé, là, en préparant la conférence, j'ai retrouvé ce panneau qui est un panneau du concours. J'aime montrer qu'à l'agence, entre ce qu'on raconte et ce qu'on fait au final, même si l'aventure, même si les hommes et les femmes parfois changent, il y a une certaine continuité. J'aime dire que quand on dépose un permis, ce qui est construit à l'agence, est encore mieux. On a passé une étape. On passe toujours des étapes, parce que c'est des étapes humaines et de rencontres. Donc, par rapport à ça, j'ai repris dans ce panneau ces 3 grandes thématiques. Le tracé urbain, un morceau de ville, un lieu de synergie et un process innovant d'économie d'énergie. Ça résume ce qu'aujourd'hui, vous avez vu ce matin, vous êtes en train de vivre. Un tracé urbain, la galerie. Pour nous, ça nous semblait tellement essentiel qu'il y ait une identité à Artem. Comment on peut dire « je suis arrivé au campus d'Artem » ? Qu'est-ce qui pourrait humblement être une image, une icône par rapport au site d'Artem ? Et en même temps, l'idée de absolument pas faire de quelque chose de trop violent par rapport à ce quartier existant, de rues et d'habitations avec des immeubles, avec 2, 3, 4, 5 niveaux, avec des immeubles à toiture. Donc pour nous, c'est essentiel de travailler plutôt sur la partie horizontale, en disant on va créer un lieu de connexion à toutes les écoles. On va créer un lieu qui va permettre de connecter les écoles et en même temps être un lieu qui profite aux Nancéens et aux Nancéennes, aux habitants. Il nous paraissait essentiel que l'argent public pour construire ce campus puisse aussi servir aux habitants et à la ville. Donc, on s'est dit, ce grand tracé, c'est comme les tracés que vous connaissez autour de la place Stanislas, avec les parcs. Il fallait qu'il y ait une vraie présence. Je me souviens, André Rossino nous dire à Nicolas et moi, après avoir été désigné lauréat, j'aimerais qu'un jour, et je l'ai dit ce matin, il y ait aussi des Japonais qui ne viennent pas uniquement à la place Stanislas, mais aussi voir la galerie Artem. Parce que c'est un lieu public dans lequel il va y avoir beaucoup de choses à voir et beaucoup de choses à faire. Donc ce tracé, pour nous, c'était vraiment un élément qui, même au-delà du tracé d'aujourd'hui, pouvait aller jusque-là. On avait même l'idée d'aller prolonger devant la seconde caserne, aller connecter le tramway jusqu'à Nancy Thermal. Vous savez que Nancy Thermal est un projet aujourd'hui qui est en marche. Vous aurez un magnifique lieu extrêmement ouvert sur le parc, sur la rue. C'est, je crois, 2022, 2023 dans ces eaux-là. Et donc, on voit à quel point Artem a lancé la dynamique du quartier et aussi une dynamique qui a permis comme ça de connecter avec le parc Saint-Marie et avec le centre-ville, une connexion piétonne, mode doux et autres. Donc, ce tracé, pour nous, il était essentiel qu'il existe, mais surtout qu'il soit respectueux
du contexte, des hauteurs. Et là, j'ai une image de l'époque, du permis, et même du concours, où voilà, il y a cette idée du dédoublement de la rue, et qu'en même temps, on essaie de construire pas trop haut. Ça, c'est ce qui existe aujourd'hui. On n'en est pas loin. Il y a cette idée de la transparence. Il y a cette idée que la galerie est un espace agréable, différent de la rue, un peu plus calme, différent dans l'usage. Vous avez aussi cette séquence d'entrée. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas couvert la place de Padoue. On est venu humblement mettre une très grande porte, comme une porte d'appel à la sortie du tram. Et puis, il y a tout ce travail dès le départ sur l'histoire de Nancy, cette histoire de l'école de Nancy, sur la question des couleurs. On en viendra sur la question de ce travail de la structure végétale. C'est les palmes qu'on a voulu exprimer. Il y a tout un travail de création qui existe depuis très longtemps. Et évidemment, ce n'était pas de copier, c'était de réinterpréter avec un langage plus contemporain. Et donc, pour nous, c'était essentiel que la galerie puisse porter ça. C'est pour ça qu'on est parti sur quelque chose qui a du caractère, qui peut être clivant. Et oui, c'est vrai. On aime ou on n'aime pas. On aime ou n'aime pas ces structures un petit peu voilà, présentes, ces poteaux en palme, cette toiture rose et bleue. Voilà pourquoi vous avez choisi. Pour nous, c'était vraiment important d'oser. Vous avez des générations de créateurs à Nancy qui ont osé. Je veux dire, quand vous voyez ce que c'est que ce travail sur les vitraux, le travail de Gallet, le travail de l'architecture d'Art Nouveau, voilà. Ils ont osé à une époque. Et puis la deuxième chose, c'était de dire, on doit être dans un espace qui doit avoir la sensation qu'il interréagit avec l'extérieur. Au départ, on avait pensé cet espace peut-être un peu plus neutre, mais la lumière change, le temps change à Nancy. Les températures changent énormément. Et on pense que cette couleur, vous verrez, on a vu aujourd'hui, avec un très beau soleil, on a vu une surface colorée au sol. À un moment donné, on a même parfois ces couleurs qui vont sur les bâtiments en face. Et vous avez des jours où vous n'avez aucune couleur au sol. Ça montre aussi qu'on vit pas dans des espaces clos, qu'on va sortir, qu'on va être à l'intérieur. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est de l'ordre du mouvement. On va en parler. La question du flux, la question de l'activation de ce lieu. On pense que cette couleur apportait aussi cette idée de l'activation du lieu qui, en termes d'usage aujourd'hui, n'est pas encore là. Et je vais en dire 2 mots et vous aurez certainement de questions. Mais voilà, les plantes à droite de Claire Alliot, ce travail aussi de réintroduction de plantes anciennes qui avaient disparu à Nancy, dans cette atmosphère, c'était extrêmement important pour nous. Ce travail de toiture, il a été extrêmement long. On ne fait pas comme ça plier le verre assez facilement. Donc là aussi, c'était pour nous de retrouver ce côté toiture. On aime l'architecture de toiture à l'agence. On est dans un quartier d'architecture de toiture. Pour ceux qui connaissent les opérations universitaires, ceux qui sont un petit peu plus éloignés de la ville, c'est souvent des bâtiments extrêmement raides, droits, sans toit. Ce n'est pas ce qu'on pouvait proposer ici. Ce n'était pas possible. Il y avait un contexte, et ce contexte, il est essentiel. Et donc, ce toit, en origami, comme ça, en plissage, on a fait beaucoup de travail avec lui, on l'a conçu, on l'a modélisé, on a travaillé avec des ingénieurs extrêmement poussés. J'ai cité dans ce livre qui va paraître 2 personnalités, Sébastien Duprat et Raphaël Ménard, qui nous ont accompagnés, des ingénieurs, des polytechniciens, qui nous ont apporté leur savoir-faire sur la structure, mais aussi sur la question de cet espace interclimatique. J'en dirai 2 mots sur le Puy canadien que j'ai décrit ce matin. Donc pour nous, c'était essentiel que ça représente aussi notre savoir-faire. Ça a été modélisé, ça a été fabriqué en usine, pas loin d'ici, par Eiffage, posé sur site directement, comme ça, avec des boulons. C'est extrêmement simple, mais voilà, ça aussi, c'était aussi une façon de répondre à nos ancêtres, à nos concepteurs de l'Art Nouveau, qui venaient aussi avec des choses extrêmement fines, avec des artisans. Ce sont des artisans qui sont venus avec ça. On n'est pas encore dans le monde de l'automatisme. Il faut encore que ce soit l'œil et la main d'un homme qui puisse réaliser un ouvrage de cette dimension-là. C'était important de le dire aussi, ici à Nancy, qu'à cette culture de l'artisanat. Deuxième point, morceau de ville. Je l'ai dit ce matin,
c'est pas évident. 10 hectares à occuper. L'une des raisons du choix de l'agence, à l'époque on avait entendu ça, c'était que vous avez réussi à faire un morceau de ville et en même temps vous nous avez libéré des terrains. Nos confrères qui étaient contre nous, ils occupaient tout le terrain. Nous, notre conscience d'urbaniste, c'est vrai qu'on était parmi les 5 concurrents, les seuls qui avaient une culture d'urbaniste. Notre culture d'urbaniste, c'est de préserver le sol. Pas obligé de construire partout. Et ce qui était intéressant dans ce plan, c'est qu'on a fait un plan d'urbanisme qui permettait la construction du programme, la construction de l'Institut Jean Lamour, gros morceau de ce programme, mais on a libéré des surfaces, libéré l'espace public, développé 3 hectares de jardins et d'espaces publics pour les Nancéens, pour les étudiants, pour les universitaires. Et on a libéré des surfaces pour construire l'avenir d'Artem, construire autre chose. Du côté, par exemple, du boulevard Roussonville. Bientôt, il y a un bâtiment qui va arriver sur la formation autour de la cuisine et autre chose. On a libéré des surfaces pour construire un nouveau collège. Dans quelques semaines ou dans quelques mois, un nouveau grand collège va arriver sur le site. Donc ça aussi, ça les a intéressés. Qu'on ne soit pas simplement en train de consommer des espaces, mais qu'on libère pour l'avenir. On ne savait pas qu'il y allait y avoir un collège. Le collège, il est arrivé il y a 4, 5 ans, 6 ans. Donc c'était aussi important. Cette vision urbaine, on l'a eu dès le départ. Ça, c'est un dessin que j'ai retrouvé dans le concours. Comment connecter, comment la partie nature en ville, paysage existant sur le parc Sainte-Marie, comment on pouvait prolonger les continuités vertes, aller jusqu'à l'université. Donc, pour nous, c'était important de montrer qu'Artem n'est qu'une pièce d'un grand puzzle. Une pièce urbaine, un morceau de ville qui doit participer à la connexion entre ces quartiers, qui clairement a été abîmé par l'installation des casernes. Ou en tout cas, on a construit aussi autour des casernes. Et donc, on n'a pas eu cette possibilité de connecter les différents quartiers. Donc, nous, on devait réparer ça. Vous avez ici le plan général avec donc, les casernes existantes, le site Artem, donc, qui se trouve être la totalité de ce site-là, la galerie Artem telle qu'elle a été pensée, l'idée de concevoir une galerie supplémentaire, mais plus pour montrer qu'il fallait une continuité piétonne et autres, certainement pas forcément construite. Et dès le départ, vous avez le plan, je crois bien que ce plan, c'est un des premiers plans qui est sorti juste après le concours. Vous avez aujourd'hui exactement la même chose. Vous avez les 3 grandes cours des pins, des érables et des chênes, ces grands parcs publics ouverts à tous. Ouverts à tous. J'ai appris ce matin, en discutant, qu'il y en a qui s'imaginaient que ce n'était pas ouvert à tous. Certains n'avaient même pas vu qu'il y avait des parcs. Et on reviendra, certains ne pensaient même pas que le site pouvait être traversé par le public. Certains, et c'est pire que ça, pensaient que la galerie était fermée pendant le week-end et le soir, et la journée, et qui était uniquement utilisée par les universitaires. Faux, tout ça c'est faux. C'est un morceau de ville, vous le traversez, vous vous arrêtez, vous fumez votre clope, vous jouez à l'extérieur, vous faites la fête. C'est ce qu'on souhaite, et à travers toutes les parties de ce projet. C'est ça l'idée générale. Quand André Rossino choisit ce projet, avec le jury, avec M. Werner, il nous dit, vous avez fait quelque chose qui n'était pas dans le programme. Vous avez créé un espace, qui est la galerie, un espace public qui n'était pas dans le programme. On a été surpris. On a même hésité. C'est peut-être hors programme. Eh bien non. C'est parce que vous avez créé un espace pour les Nancéens qu'on vous choisit. C'est parce que vous avez créé un espace qui ressemble à l'esprit d'Artem qu'on vous choisit. Et donc sur ce plan-là, vous avez cette idée de réellement traverser, dès le départ, dès les premiers moments, la plaine des sports, la continuité des voies, la construction possible, l'IGL qui se trouve ici et la galerie qui se trouve ici. Je reviendrai en détail sur ces opérations. Le fameux CEPAL qui est ici et qui au final va finir, c'est la partie construite future qui est au bout de la plaine des sports et qui est donc ce centre de formation autour du culinaire et autres.
Vous avez là la perspective que nous avons montrée en 2006. Modifiée. Alors, pardon, vous avez la perspective ici, qui est la perspective montrée en 2008. 2 ans après le concours, et la seule chose qui change, c'est cette séquence d'entrée qui n'est pas couverte. Donc en 2008, on a déjà tout pensé avec les équipes de la ville, avec la Solorem, partenaire essentiel du projet. Ce qui est important de dire, c'est qu'aujourd'hui, cette histoire de morceau de ville, il est en passe d'être finalisé, d'être construit. Vous avez une point de vue aujourd'hui ici. Et donc on voit à quel point la construction, cette architecture de toiture qu'on souhaitait dès le départ, continue à exister. Et pour nous, cette notion de travailler sur la dimension de la ville, c'est aussi cette question des continuités de voirie. Je l'ai dit ce matin pendant les visites, c'est peut-être l'endroit que je préfère. C'est comment Artem regarde ce qui a existé bien avant lui. Comment Artem redonne la possibilité à la rue, aux piétons et aux trottoirs à exister sur son site. Vous avez des vues aujourd'hui qui traversent le site, à 3 endroits, dans la continuité parfaite des rues existantes. C'est très simple, hein. Il n'a pas fallu se cogiter des heures, mais ça ne paraissait pas évident pour d'autres qui sont plutôt dans une vision architecturale que dans une vision urbaine qu'on a eue dès le départ. Donc là, on est vraiment dans cette vie traversante, dans cette rue, dans cette idée que le site est traversable, soit en piéton, soit en mode véhicule, mode doux véhicule, à travers le site. On a aussi cette pénétrante, chacun l'a pu le pratiquer ce matin, ceux qui étaient en visite. On peut traverser le site transversalement ou longitudinalement, avec les parcs, avec les eaux, avec les fontaines et le travail sur l'eau que Claire Alliot a mené avec nous. Ce plan, vous le voyez là, il a évolué avec le temps puisque le CEPAL est passé ici, qu'ici il y a eu des logements qui se sont construits, que demain il y a un collège à cet endroit-là, l'IGL est construit, l'école des mines, l'IAE et l'ICN aussi, le pôle étudiant avec le Crous et l'école d'art et de design en partie, qui finit effectivement le site. Il reste un petit objet ici, assez étonnant, un petit L, qui sera certainement, et j'espère bientôt, inventé. On a parlé de galeries d'art, on a parlé de choses, j'entends parler qu'il y a besoin de faire plus de surface, de lieux communs comme les amphithéâtres, créer des amphithéâtres supplémentaires. Voilà, il y a quelque chose d'intéressant qui permettra en fait de finaliser le plan masse. Et puis, la dernière opération, c'est ce petit objet, qui est un objet privé, qui cadre un petit peu la place, un peu plus humble, qui se situe en face de la statue et qui va surtout, enfin, amener du commerce. Un commerce avec un café, qu'on puisse vraiment s'installer, place de Padoue, assez tranquillement, à siroter son café ou son Ricard. Voilà, juste à cet endroit. Ricard, c'est plus tellement tendance, hein, donc c'est plutôt les spritz ou autres. Voilà. Donc, pour nous, c'est un plan masse qui a gardé l'essence. Et on a travaillé avec les confrères, parce que je vous montrerai tout à l'heure assez rapidement le travail qu'on a fait avec 2 autres confrères. L'agence a conçu le plan masse général, a suivi les opérations de construction, et y compris les opérations de construction de l'ensemble, ici assez important, avec les parties bibliothèques, puisque les 3 écoles ont mis leurs fonds documentaires et archives ensemble. Et il y a aussi les 3 grands amphithéâtres, 150 et 250 places, avec l'école de management et l'école de commerce. Ça, c'est Lipski Relais. Belle écriture architecturale, architecte français parisien qui a beaucoup travaillé sur l'universitaire. Et puis, on a une école qui a été construite par un confrère autrichien, Dietrich Entrefaller, pardon si je l'écorche un petit peu, mais très clairement, un travail très particulier. Parce que, contrairement aux écoles qui ont, on va dire, un programme classique d'amphithéâtre, de TD et autre chose, c'est une école d'art. C'est une école d'art qui a besoin de grande hauteur, de grande lumière, de grandes baies vitrées pour travailler.
Voilà. Et donc, j'en dirai 2 mots. Ça a été un travail intéressant, mais finalement assez simple parce que nous sommes urbanistes. C'est notre fibre, et travailler avec les confrères, réussir à créer une ville à plusieurs, parce que là je parle des architectes, mais il y a les ingénieurs, il y a la ville, il y a le Solorem, les services de la métropole, les services des parcs et jardins. Voilà, à un moment donné, on se retrouvait à peu près une vingtaine autour de la table. C'est notre façon de travailler, cette notion du travail, du collectif, c'est extrêmement important. Et Artem, c'est l'esprit, travailler ensemble, travailler pour développer, inventer encore plus vite et encore plus loin. La partie du paysage, elle est essentielle. Pour ceux qui ont eu la chance de suivre Claire Alliot, elle est tellement plus passionnante que moi quand elle parle de son métier, de la question de la nature. En tant qu'urbaniste, il ne peut plus y avoir d'opération sans nature en ville. On peut densifier les villes, je sais, la question des hauteurs et des tours, mais on ne peut densifier que si on apporte la question de la nature. La nature, on doit la trouver au sol, on doit pouvoir la trouver sur les toits, on doit pouvoir la voir exister à 10 ou 15 mètres. C'est possible, il n'y a aucun problème. La continuité biologique est essentielle, au sol comme dans les airs. Dès 2006, avec Claire, c'est une vision essentielle du projet. Artem doit redonner la place à la nature, doit redonner de la qualité aux espaces publics, tout simplement aux quartiers et aux habitants. C'est pour ça qu'on libère 3 hectares sur la parcelle. Et Claire travaille évidemment avec une donnée intéressante. Elle travaille avec les espaces extérieurs. On récupère l'eau des pluies pour ces jardins, mais elle travaille aussi avec des espaces intérieurs. La galerie, vous avez vu, il y a des grands jardins à l'intérieur de la galerie avec des atmosphères différentes. Et pour elle, ça a été, je pense, assez passionnant. Là aussi, son travail autour de l'esprit de l'école de Nancy. Il y a un travail sur la floraison, sur des graines qu'elle a récupérées, qu'ils ont retrouvées, je ne sais plus si aujourd'hui elles ont réussi à reprendre, mais donc il y a toute une série d'espèces vraiment attachées à cette époque de l'école de Nancy. Là, on a une vision intérieure de ces parcs. Voilà aujourd'hui ce que ça en est. Vous l'avez visité, pour certains n'ont pas eu la chance de visiter. On est là au cœur du site Artem. On est dans une rue, on est dans un parc. Ce sont des notions relativement traditionnelles de la ville, ancienne et contemporaine. C'était important simplement de voir qu'il y a des bâtiments qui donnent sur ce parc. On peut travailler. Là, c'est le bâtiment de l'école des mines, assez simplement avec de la lumière et une belle nature à l'extérieur. Vous avez ici le même bâtiment qui se traverse dans l'autre sens. Là aussi, la possibilité à tous de pratiquer le parc. C'était une donnée urbaine de ville importante. Ça, c'est le travail avec Claire Alliot sur toute la partie paysage en intérieur. Vraiment réussi. On a eu des grosses périodes de chaleur comme tout le monde cet été, donc ils ont un peu souffert. On récupère l'eau qu'on renvoie sur les plantes. Il faut savoir qu'en 2006, quand on propose de récupérer l'eau des toitures, c'est interdit. C'est interdit. On a eu le décret qui est passé quelques mois. Récupérer l'eau pour les mettre dans les toilettes, en 2006, c'est interdit. Voilà, on a en 2006 avec nos partenaires, par la culture qu'on a depuis les années 90 à l'agence, cette idée que notre geste est important pour la planète. Et donc dès 2006, c'est des préoccupations. C'est assez simple aujourd'hui, c'est à peu près intégré. Non, on fait des manifestations dans la rue pour justement que ça devienne encore plus intégré chez nos politiques. Mais quand même, c'est une prise en compte aujourd'hui chez les architectes et les urbanistes depuis une dizaine d'années qui est clairement ancrée dans notre pratique. Troisième point important de cette planche que j'ai récupérée du concours, un lieu de synergie. C'est peut-être le sujet sur lequel on a été le plus enthousiaste dès le départ et sur lequel aujourd'hui on est un peu sur notre faim. C'est celui des usages, c'est celui de la vie, c'est celui de l'appropriation des espaces publics, de l'appropriation des espaces universitaires. Dès le départ, on a cette vision. À gauche, vous avez une image que j'aime montrer puisque c'est à Padoue. Padoue est une des villes qui travaille avec Nancy et nous sommes sur le site
avec la place de Padoue. Il y a dans Artem, dans l'approche qu'on a eue en 2006, cette notion de comment on s'installe dans l'espace public, comment on construit assez dense, comment on crée ces moments où un bâtiment fait l'angle, fait tourner. À Padoue, il y a énormément de ça. Il y a des dimensions très intéressantes, il y a une chaleur. À Padoue, il y a de la vie. À Padoue, les marchés parfois s'ouvrent, les tentes s'ouvrent. Nous, on avait cette même vision. Vous avez en bas une rue à Barcelone. On s'est dit pourquoi pas à Nancy? Pourquoi pas ici, sur ce site qui a été marqué par la clôture des militaires? Et donc, j'ai remis cette image, un dessin des premiers temps, réalisé par Nicolas Michelin. Voilà, ces petits points, c'est des hommes, c'est des femmes, c'est des enfants, c'est des vélos. On s'est dit, ça va grouiller. Ça va être incroyable. On double la rue. On donne un espace 2 fois plus large aux piétons, aux vélos. Et en même temps, cet espace de la galerie sert pour rentrer dans les écoles. Parce que, j'ai peut-être oublié, mais les écoles voulaient leur indépendance. Moi, je travaille et je suis professeur ici, ou je suis étudiant ou universitaire ici. Donc les écoles sont indépendantes, elles sont connectées, elles sont pluguées dans cette galerie. Ce qui fait ce lien, c'est cette galerie. Pour eux, les halls des écoles, on les a réduits et on a mis les surfaces des halls des écoles dans la galerie. Mais ce n'est pas que pour eux. Dès le départ, le flux était pour accepter autre chose. Accepter, comme les images de l'époque, on voit des vélos se garer à l'intérieur, on voit des gens qui se baladent. Quel bonheur de découvrir ces photos sur Internet. Mais ça, c'était il y a 4 ans. 3 ans. Depuis, c'est interdiction formelle de faire quelque chose dans la galerie. Interdiction de se balader avec des panneaux, interdiction de faire la fête, interdiction de faire de la musique. On reviendra là-dessus. C'est ça l'idée. Quand André Rossino vient nous voir et nous dit « Vous avez créé un espace public qui n'était pas dans le programme », c'est pour ça qu'il nous choisit. Parce que ce quartier qui était mort allait revivre. Un arrêt de tram, il y a un tram qui s'arrête en bas. Voilà. Donc, cette notion de la synergie du flux, elle est essentielle. Vous avez cette rue, ça c'est des perspectives de l'époque, je crois que c'est les perspectives du permis. Aujourd'hui, voilà, on voit des gens rentrer dans la galerie, on voit cette forme qui n'est pas éloignée du concours, on voit qu'on traverse, c'est ouvert au public. Et c'est vrai que je suis un peu tombé de ma chaise ce matin à 2 reprises. D'une part, quand on m'a expliqué que la galerie, les espaces, tout ça, c'était pour eux fermé. D'autres qui m'ont dit, ben en fait, on ne connaît pas Artem. On est passé devant, mais on ne savait même pas que... Voilà. Mais c'est normal en même temps. Les quartiers mettent du temps à se constituer, à se fabriquer. Et elles sont souvent, ces quartiers-là n'ont pas l'image qu'on a au départ. Mais réellement, pour nous, c'était une 3e donnée, dès le départ, dès 2006, qu'on défendait. Je finirai par cette question de l'économie, du bâtiment, pourquoi on construit, comment on construit. Il faut comprendre aujourd'hui qu'on ne peut plus impacter la planète avec les modes de constructibilité et de construction d'il y a 20 ans. C'est plus possible. Il faut construire léger, il faut construire avec une économie d'énergie. Il faut construire en prenant compte qu'à un moment donné, il ne suffit pas de mettre des machines partout qui ventilent avec des climatisateurs. Non, la clim dans les bâtiments, c'est catastrophique. C'est du CO2 en plus à l'extérieur. Nous, ça fait 20 ans qu'on défend des bâtiments avec une énergie différente. Ça fait 20 ans qu'on défend des bâtiments en ventilation naturelle. Je le redis, je l'ai dit ce matin. Vous êtes chez vous, vous êtes dans votre maison, vous êtes dans votre appartement, vous ouvrez 2 fenêtres opposées et vous avez du courant d'air. Vous avez quelque chose de bien agréable. C'est simple en bâtiment. Pourquoi appuyer sur un bouton et mettre des espèces de mécaniques et autres? Donc pour nous, l'économie, dès le départ, c'était prévu, l'économie des moyens, mais aussi l'économie liée au projet, la question de l'environnement, dès le départ. Sur la question de l'environnement, évidemment, pour nous, ce n'était pas qu'une question de bâtiment. Quand on parle d'Artem, les concepteurs d'Artem, ils ont 10 ans d'avance sur nous. Ils réfléchissent à une question, c'est mutualiser. Mutualiser les affaires, mutualiser les lieux, mutualiser les parkings, mutualiser les espaces, c'est en consommer moins.
c'est préserver la nature. Donc, cette mutualisation, elle est essentielle. Et certains disent on ne va pas dans le bon sens, puisqu'on est de plus en plus individuel. Tout le monde rêve de son petit pavillon avec ses 500 mètres carrés de pelouse. Il faut arrêter. Donc, pour nous, la question de l'environnement, dès le départ, c'était un sujet. En 2006, on invente le plus grand puits canadien, français et européen. On invente une capacité à apporter un apport d'énergie à l'intérieur de la galerie et au niveau des bâtiments. Je m'explique. Cette galerie, c'est comme les serres. Si vous n'ouvrez pas la serre, vous ne ventilez pas, il fait chaud. Mais en même temps, certains de vous qui ont des serres, quand il fait un peu froid à l'extérieur, vous pouvez encore rester un peu dans la serre, dans la période de l'année. Il fait encore bon. Et très clairement, cet espace interclimatique, c'est un moyen de donner aux usagers la possibilité de rester dans l'espace public plus longtemps dans le temps. On est dans un espace qui, 5-6 mois dans l'année, est confortable. Nous, grâce à un apport d'air tempéré, on est capable de faire baisser 2 à 3 degrés la température à l'intérieur, dans un sens comme dans l'autre. Le principe, c'est simple, c'est que vous avez à 1 mètre du sol une température du sol qui est toujours à 16 degrés. Vous envoyez dans ce sol de l'air qui vient de l'extérieur. Il fait chaud, 25, 30 degrés. Vous envoyez cet air à l'intérieur de ces tuyaux. Cet air, au contact de la Terre, pas directement mais indirectement, passe à 16-17 degrés. Et vous renvoyez cet air de 16 degrés à l'intérieur de la galerie. Donc vous apportez un air qui est plus frais que l'air qui est à l'extérieur. Donc il vaut mieux un peu fermer l'objet et plutôt amener cet air. Le soir, quand c'est relativement fermé, vous ouvrez tout ça pour faire échapper l'air qui est chaud. L'hiver, c'est le contraire. Il fait -5, -6 degrés, même parfois plus. Vous faites rentrer cet air dans le sol, il est en contact avec un sol qui est toujours à 16 degrés. Donc vous le préchauffez. Et vous renvoyez cet air à 16-17 degrés à l'intérieur de la halle, alors que l'atmosphère extérieure, la température extérieure est plutôt autour de -5 degrés. Donc c'est gratuit. Tout ça est de l'énergie gratuite. On a même proposé de connecter ce puits aux grosses machines de chaque université pour leur apporter un air préchauffé, pour que les machines ne travaillent pas trop à refroidir ou à réchauffer l'air. Ça, dès 2006-2007, personne n'a compris comment on allait faire. Comment ça? On va connecter un réseau gratuit, il y a un contrat, voilà. C'était très intéressant pour nous. Et donc, ce système de ventilation naturelle, on l'a développé dans 4-5 grands bâtiments à Toulon. On l'a développé sur le ministère de la Défense. Vous parliez, le ministère de la Défense, c'est 170 000 mètres carrés de bureaux. Il y en a 60% sans climatisation. Uniquement ventilation naturelle avec ces 3 grandes cheminées. C'était même une demande du ministère de la Défense, pas de climatisation. Donc oui, c'est vrai, quand on a un peu chaud, on retire sa veste. Quand on a un peu froid, on met un pull. On a un peu perdu ces gestes. On a tellement perdu ces gestes que quand on monte dans une voiture et qu'il fait un peu chaud à l'extérieur, on appuie sur le bouton et on a la climatisation pendant 3 heures, 5 heures, 6 heures quand on va prendre ses vacances dans le sud. Non, ce n'est pas ça le bâtiment, ce n'est pas ça la question du respect de l'environnement. Il faut avoir évidemment une démarche d'éco-citoyenneté. Et nous, dès le départ, sur cet espace-là, on a cette idée que cet espace est interclimatique. Avec un travail évidemment d'ingénieur, des flux, on en a parlé tout à l'heure. Pourquoi aujourd'hui on a eu chaud dans la galerie? Rien n'est ouvert. L'usage de la galerie, c'est de l'ouvrir, c'est d'aller dedans, c'est d'ouvrir les portes, c'est d'ouvrir le haut. Mais non. Le bloc qui se trouve en face de l'école d'art, il est fermé le week-end. Pourquoi? Mais ça va être une catastrophe. Je ne vous raconte pas le lundi quand on rentre dedans, s'il a fait la température d'aujourd'hui. C'est totalement contraire à l'esprit d'Artem, contraire à ce qu'on a défendu.
Et donc, on a fait des grands calculs, comment on ventile, comment on fait. Puis je le dis assez humblement, s'il faut ouvrir plus de portes, on en fabriquera d'autres. S'il faut ouvrir plus d'ouvrants sur le toit, on en fabriquera d'autres. Arrêtons de prendre des questions techniques comme un problème pour ouvrir ce lieu pour tous. Et donc, ça, ce sont les fameux puits canadiens qu'on a mis dans la terre. C'est des tuyaux qui se baladent à travers. Voilà, c'est des ouvrages qui ont coûté, mais qui, aujourd'hui, très clairement, ne peuvent pas prendre leur entière, j'allais dire, fonctionnement, lié uniquement à des décisions et à des questions d'usage. Voilà, là c'est la question sur la période hivernale, par exemple, par rapport aux plantes, comment on faisait circuler, comment on récupère l'eau. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous dire que nos partenaires, Elliott, Aegis, Claire Allion, paysagiste, Patrick Rimou sur la lumière, parce que je vous l'ai dit à certains, cette galerie, c'est un lieu d'exposition, de jeu, de projection. Vous avez une installation scénographique comme jamais vous avez dans les théâtres. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec cet espace-là. On a installé tout ce qu'il faut pour faire de ce lieu un lieu autant de concerts, de conférences, d'inauguration. Il appartient à tous. Donc vous avez là le plan avec l'IGL, la galerie Artem, les traversées principales qui se trouvent ici dans la continuité des voiries existantes, le bus en site propre, la voie reconstituée, la place de Padoue ici. Et puis, nous avons donc conçu le plan MAS général, ce bâtiment-là et cette série de bâtiments avec la totalité de la galerie. 2 mots sur les différents bâtiments que vous n'avez pas pu visiter. Ça, c'est le pôle Maison des Langues. Il y a des amphithéâtres, des salles de TD qui sont partagées avec tous les acteurs d'Artem. Vous avez ici un bâtiment assez impressionnant qui est donc le bâtiment de l'école des mines avec, je ne suis pas venu dessus, mais j'y reviendrai, vous poserez question, la notion des maisons signes. C'est que la galerie qui est ici, cette architecture très, très marquée, très identitaire, on a voulu la souligner avec des maisons. Vous savez, ces espèces de maisons un peu iconiques, de couleurs différentes. On appelle ça les maisons signes, comme signal. Aussi pour reprendre l'architecture du quartier. Il y a des formes, il y a des grosses bâtisses qui sont en face. On voulait un peu avoir ce sentiment d'osmose, j'allais dire presque parfois, avec ces hauteurs variées et humbles, d'avoir une vraie politesse à ce qui existait avant. Donc vous avez ici les maisons signes qui sont plutôt des lieux avec des salles de conférences, l'administratif et autres. Et ensuite, vous avez le cœur du bâtiment qui sont les grandes salles. Là, on est au rez-de-chaussée hein, avec la petite bulle pour le BDE de l'école. Et puis toute une partie ici qui est une partie recherche. Donc c'est un bâtiment qui a vraiment des fonctions différentes et qui, avec ces ouvertures sur les cours, a donné le là aux opérations suivantes. C'est la première opération. On est inauguration 2012. On gagne le concours en 2006. Et on a réalisé en même temps la première branche de la galerie, ici. Pour ceux qui connaissent un peu le quartier, on est allé ensuite construire l'autre bout, chez vous, madame, tout au bout, parce que les crédits, l'argent était là. Donc on a construit 2 bouts de la galerie, et ensuite on est venu construire le cœur de la galerie, avec des confrères. C'est un exercice très intéressant, parce que le dernier qui est venu sur l'ensemble, il était pris un peu entre les deux, en étau entre les deux, mais ça a été très intéressant. Je dis souvent que quand on donne des contraintes à un créateur, quand c'est un architecte, ça le fait réfléchir beaucoup plus. Il faut donner des contraintes. Il faut donner des contraintes dans tous les métiers. C'est clair. C'est aussi pour ça qu'on se met à inventer, parce qu'on est obligé de s'en sortir et parfois d'esquiver les contraintes, en tout cas de faire le tour. Donc pour nous, c'est un exercice très intéressant, avec donc un espace en connexion directe avec la galerie. Vous avez un hall. Par exemple, l'école des mines, il devait avoir un hall 2 fois plus grand. On lui a dit, on va vous réduire, et votre hall, la moitié de votre hall, on le met dans la galerie. N'hésitez pas, ouvrez. Je ne sais pas qui, mais il y a quelques années, c'était totalement fermé. Alors, c'est vrai,
C'est vrai, on a eu des attentats, on a Vigipirate, on a toujours des moyens de dire. Mais j'ai entendu il y a quelques années le directeur ou quelqu'un, on ne rentre plus à l'école des mines par la galerie, on rentre sur le côté. Non mais, moi j'ai failli prendre le train et venir ici en disant qu'est-ce qui se passe. Voilà. On a tout pensé ensemble. En plus, ce n'est pas de notre côté, ça. On les a vus, les programmes. On l'a discuté avec les directeurs anciens et autre chose. On a parlé de ça. Donc, résultat, on se retrouve donc avec l'école des mines, avec cette partie centrale qui est aussi vraiment, encore une fois, une réponse à Artem, se croiser. On parlait de ce mot qui est vraiment tendance, la sérendipité. Hein, se croiser, comment des ingénieurs avec des commerciaux, avec des managers vont se recroiser avec des chercheurs et tout d'un coup créer, tiens, t'es ma génération, en fait, on se connaît, ah bah tiens, moi j'ai une idée, je vais faire, hop, ils s'installent dans les escaliers, dans la galerie Artem, dans un amphithéâtre, dans la bibliothèque et ils inventent le monde de demain. Donc pour nous, c'était essentiel, ces grands espaces, cette façon dont les gens peuvent aussi circuler dans l'école. Vous avez ici la partie recherche de l'école des mines, qui donne donc du côté du boulevard Roussanville sur la plaine des sports, qui est aujourd'hui une plaine pratiquement finalisée avec des équipements et autres. L'IGL. Alors là, on change de monde. Et en même temps, il nous faut absolument que l'IGL fasse partie d'Artem. Évidemment, dans sa pédagogie, j'ai compris que lundi prochain, c'est le démarrage d'un travail entre, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais les Creative Business Days. Et clairement, voilà, la pédagogie, travailler ensemble, il était essentiel que l'IGL, l'Institut Jean Lemire, fasse aussi partie de ça. C'est pour ça que psychologiquement et sur la forme architecturale, il était important que toute la séquence d'entrée, ces maisons-signes que vous avez dû voir, jaunes, là, fassent partie du langage d'Artem, des couleurs d'Artem. Mais en même temps, c'est 28 000 mètres carrés de recherche avec des zones très confidentielles, avec des secteurs extrêmement touchy, des salles blanches, des salles grises. On parlait avec monsieur le directeur tout à l'heure de ce fameux tube, ce microscope, en tout cas en longueur. Moi, je transforme ça. En tout cas, ce tube est incroyable, de 70 mètres de long, unique en Europe. Pour aller placer ça dans un bâtiment, ce n'est pas la même question des salles de TD. Hein, ou de faire ici, comme cette salle de 200, une petite salle de conférence sympathique avec du bois. Là, on est dans du sérieux. Pour nous, ça a été essentiel de travailler dès les premiers jours avec les chercheurs. On a mis au point le programme au fur et à mesure avec les chercheurs. On avait un programme au départ. En 2006, on a un programme, on a des directeurs. Mais vous imaginez, en recherche, en 6 mois, on a déjà changé de process. En 6 mois, on a déjà d'autres acteurs qui arrivent, des machines. Donc il a fallu à un moment donné stopper le process de fabrication du projet et donc concevoir avant tout des volumes, qui soient capables, qui puissent finalement dans le temps changer. Donc des volumes sans poteaux, avec des grandes portées, avec des grandes hauteurs. Mais dedans, on met des choses qui ne doivent même pas bouger. C'est-à-dire que moi, même là, j'ai l'impression que je ne bouge pas, mais même ce petit mouvement, parfois, c'est problématique. Le tram qui passe à côté, c'était catastrophique. Il a donc fallu, avec les ingénieurs internes et les ingénieurs de l'IGL, concevoir des lieux inatteignables pour les microbes, pour les vibrations, pour faire de l'Institut Jean Lemire l'un des bâtiments et l'un des lieux de recherche en pointe en France. Donc ça nous a permis, en fait, dès le départ, de travailler sur des grandes nefs qui se déploient sur le long du site, avec une partie très publique, très ouverte, très en adéquation avec Artem, et puis plutôt une partie très privée, très technique, un quai de déchargement, on peut amener le matériel, le gaz. Je ne sais pas si c'est vous, monsieur le directeur, mais voilà, il y a plus, vous l'avez écrit, vous l'avez dit, plus de 60-65 types de gaz différents, 250, 260 laboratoires. On est sur un équipement qui, à terme, ou même déjà maintenant, reçoit plus de 500 personnes. Il fallait amener de la lumière, et pour amener de la lumière, on a
pris un principe extrêmement simple. Je reviens sur Padoue, je reviens sur l'Italie, sur des patios baignés avec des teintes colorées. À travers cette séquence qui est pour nous importante, c'est une séquence qui s'ouvre au public, en même temps sur une opération extrêmement confidentielle, sur certains bords, très privés. Donc pour nous, l'essentiel, c'était de dire, voilà, il y a un moment où on peut discuter. Je crois que vous êtes même approprié des surfaces ici pour exposer, pour montrer le travail. Je crois qu'il y a une visibilité essentielle aujourd'hui pour des instituts comme l'Institut Jean Lamour. Non. Oui. C'est essentiel d'aller vers cette communication vers l'extérieur, et je pense que la réflexion qu'on a eue, cette ouverture sur Artem, va dans le bon sens. Et on a travaillé ces intérieurs un peu à l'italienne, avec ces ocres, ces surfaces en crépi, pour là aussi amener la lumière dans des surfaces de labo qui étaient très profonds. Il y a ici aussi un clin d'œil à cette idée de Padoue, de son soleil et de ses couleurs. On est là à l'intérieur de cette partie qui fait la liaison entre l'extérieur d'Artem, l'espace public, et l'intérieur des laboratoires. On a ces portes et ces vues comme ça aussi extrêmement importantes, ces grandes fenêtres sur l'intérieur. Encore une fois, il est essentiel de sentir l'extérieur, de sentir quand on travaille 2 heures sur une machine, à un moment donné, il fait beau, il fait pas beau, comment on se sent. Éviter qu'on travaille évidemment dans le noir, même s'il y a des contraintes pour certains, mais la question de l'accès à la lumière et l'accès à l'extérieur est essentielle. Ça, c'est la salle vide, ou une partie de la salle vide ou une autre. Ça, c'est la salle que vous avez vue occupée. Voilà, ça, c'est pour nous un challenge aussi important que celui de fabriquer un morceau de ville, parce que là, on touche à l'avenir de la recherche en France, très clairement sur des dispositifs que vous avez tous les mains. Vos téléphones viennent de la recherche qui se fait ici à l'Institut Jean Lamour. Voilà, avec des salles. Je finirai par ce travail d'urbaniste. On a fait des maquettes, on a travaillé, on a bougé les maquettes, on a amené les maquettes devant les acteurs de la ville, Métropole, Monsieur Werner, tous les acteurs autour d'André Rossignol à l'époque, pour leur montrer comment on évoluait sur le projet. On a montré ces maquettes aussi par rapport à nos confrères. Par exemple, ici, on a 4 versions de comment pouvait être le pôle avec la médiathèque et l'ICN et l'IAE. Voilà, on a travaillé ces maquettes pour travailler aussi un cahier des charges qu'on a transmis aux architectes. Il y avait des grosses contraintes. On n'a jamais choisi les couleurs avec eux. Et la question de la couleur noire du projet de l'école d'art est un vrai sujet, Mais comme on le dit, être urbaniste, c'est aussi aller vers le compromis. C'est aussi, à un moment donné, lâcher les choses pour que les choses se fassent. On souhaitait que l'école soit un petit peu plus expressive, mais il a expliqué pourquoi pas. On a travaillé ensemble. Donc ça a été un vrai travail d'urbaniste avec, donc par exemple, j'aime beaucoup cette image, c'est une espèce d'image un peu magique entre l'architecture intérieure de Lipski-Rollet et l'architecture extérieure de la halle. Comment, en fait, il y a comme deux mondes. Il y a un monde au-dessus, il y a un monde en dessous, il y a un monde intérieur. Je pense que ça montre aussi cette grande diversité des acteurs d'Artem, des acteurs de ce campus universitaire. Et puis, certains n'ont pas eu le temps d'aller le voir ce matin. On est là sur la place Cartier-Bresson avec cette idée que l'école, moi j'aime beaucoup l'idée que l'école d'art et de design soit une école qui ferme le campus. Ce n'est pas une vision négative, mais c'est une vision un peu intéressante, parce qu'on sait très bien que c'est un équipement qui est avec des hauteurs, avec des dimensions totalement différentes des écoles universitaires. Finalement, vous êtes peut-être plus éloigné que pourrait être IAE avec l'ICN et avec l'école de mines. Voilà, donc il y a une autonomie et c'était important. Chacun voulait son autonomie. Et c'était important que l'école d'art se retrouve comme ça à clore une histoire, à clore l'histoire de la galerie qui fait 300-350 mètres avec cette place. Et comment chacun est venu avec son architecture, avec des débats forts, placer le début de cette histoire d'Artem. Je voudrais finir sur 2 diapositives. La première, c'est celle-ci. Moi, je la trouve magnifique. Elle est exceptionnelle.
Il y a une couleur, il y a un rapport entre l'existant et le contemporain. Il y a un rapport entre la lumière de dehors et la lumière d'intérieur. Il y a des couleurs chaudes, des couleurs froides. Mais moi, je ne veux pas avoir ça. Je ne veux pas qu'Artem devienne ça. La galerie n'est pas un lieu d'exposition. La galerie est un espace public où je veux qu'on vive. Cette image, je veux bien l'avoir une fois dans l'année, mais il ne faut pas que ça devienne ça. Désert, mise en lumière. Je voudrais voir autre chose que ça. Et je finis par cet ouvrage, cette œuvre artistique, le nom de l'artiste m'échappe, qui joue sur ce mot existe, excite, existe, donc sortir. Est-ce qu'on va enfin sortir de cette question des usages de la galerie? Est-ce qu'on va enfin comprendre qui bloque? Est-ce qu'on va enfin demander au président, M. Rossino, qui est un des grands membres du jury qui a voté pour cette idée d'usage et de vie, du vivre ensemble? Est-ce qu'on va comprendre pourquoi aujourd'hui la galerie n'est pas accessible? Est-ce qu'elle a fini d'exister? Est-ce que tout d'un coup, on va pouvoir s'en sortir? Partir et sortir de cette galerie en s'imaginant un jour qu'elle aura encore et encore à nous montrer des premières idées, c'est-à-dire de l'artémisation, le vivre ensemble. Merci. Je suis dans les temps ? Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Madame. Bonjour. Moi, j'ai essayé de venir plusieurs fois pour des animations proposées à la fois par l'ENSAD ou par l'École des Mines. Je trouve que c'est très difficile de situer vos lieux. Alors, je pense qu'il y a un problème de signalétique. On rentre, on ne sait pas où on est, dans quelle partie du bâtiment, où se trouve l'amphithéâtre où il y a une conférence ou autre. Et ça, je trouve que c'est très dommage. Parce que même visiter, bon, l'ENSAD, on peut venir. La galerie, c'est comme s'il fallait déjà être un peu introduit ou étudiant pour pouvoir se repérer et trouver où est la galerie pour l'exposition. Et la galerie dont vous parlez, qui serait une galerie un peu, je pense à l'Italie parce que j'aime bien aussi, mais les galeries, quand elles sont couvertes en Italie, il y a des commerces dedans, il n'y a pas que des plantes et tout le reste. Là, la galerie, elle est vide à traverser. Moi, j'ai cherché aussi la médiathèque, parce que je sais qu'elle est accessible à tout le monde. Eh bien, il faut la trouver, la médiathèque, à l'étage. Et je trouve ça dommage, parce que si vous voulez que les gens viennent, il faut qu'ils aient quelque chose à faire dans cette galerie, à discuter. La médiathèque à l'étage, déjà, pour moi, c'est pas quelque chose de simple. En plus, il fait chaud. Donc, moi, je suis venue à une période, c'est pas très agréable à monter, même si, après, quand vous êtes dans le lieu, c'est ventilé et autres, il y a un passage, les escaliers, tout ça. Je sais pas non plus comment les étudiants qui ont des problèmes pour se déplacer se repèrent bien dans cet ensemble d'escaliers et autres, et s'il y a assez de signalétique aussi sur les ascenseurs. Je pense ou des gens avec des poussettes pour aller à la médiathèque. Donc voilà, si vous pouvez m'apporter des réponses. Merci. Alors, souvent les architectes sont responsables de beaucoup de choses. Mais à un moment donné, je ne peux pas être responsable de tout. Je voudrais juste vous dire 2-3 choses qui nous concernent, l'agence, directement. Vous disiez, en Italie, les galeries, il y a des commerces. Mais il y a plein de galeries en Italie où il n'y a pas de commerce. Et moi, je veux qu'on arrête de dire que parce qu'il y a du commerce, il y a du monde. Donc, je pense qu'encore une fois, le commerce, c'est facile à faire. C'est facile d'attirer les gens avec le commerce. Ce qui est plus difficile, c'est de construire des quartiers dans lesquels on peut avoir une vie. Mais je pense que du jour où on aura de nouveau la permission de faire tout ce qu'on peut faire dans la galerie, il va y avoir un problème. Il va falloir ralentir les envies.
Mais vraiment, ralentir les envies. Ralentir parce qu'elles risquent d'être souvent occupées. Ça risque d'être une attraction. Parce qu'il va y avoir des choses, des concerts. Moi, j'ai vu un concert de piano dans la galerie. Mais vous restez des heures. Elle est parfaite. Vous n'avez pas de réverbération parce que alors vous avez pas mal de verre, donc il faut mettre quelques rideaux autour, mais c'est passionnant. J'ai vu le jour de l'inauguration des discours. Donc, c'est pas que le commerce qui fait vivre, c'est l'activité en soi. C'est ce qu'on y croit, c'est ce qu'on y crée. Pourquoi il fait chaud? Je l'ai dit. Dans votre serre, si vous en avez une, si vous fermez tout, on ne va pas finir le 4 heures ensemble. Hein. On va rentrer à l'intérieur. Donc, il faut l'utiliser. Alors, on peut me dire, ça ne s'ouvre pas, c'est machin. Tout fonctionne. En même temps, c'est un prototype. En architecture, chaque bâtiment qu'on fait, chaque élément, en plus qui va vers la question de l'environnement, c'est un prototype. Donc, tout ça est réglable. La question de la signalétique, j'y suis pour rien, mais on sait faire, il y a des professionnels sur la signalétique qui nous amènent à nous balader dans des hôpitaux, dans des aéroports. Non, c'est complexe, c'est bien plus complexe qu'ici. On a fait une fois le tour d'Artem, je pense que tous ceux qui ont se baladé aujourd'hui à Artem, ça y est, ils ont compris. Donc, la question, elle est plutôt d'avoir envie de revenir, d'avoir envie de pratiquer, d'avoir compris qu'on pouvait aller gratuitement à la bibliothèque. C'est ça le plus important. On peut corriger les petites choses comme ça sur la signalétique. Par exemple, je veux dire, allez-y. Moi, ça ne me dérange pas que cette surface vitrée, sur la rue, on ait des autocollants pour chaque... C'est pas grave. On est dans la rue, on se balade le long de la voie de bus, et je vois un panneau écrit ICN, entrez plus loin. Et pourquoi je ne rentre pas là où il y a le panneau? Pourquoi je ne peux pas prendre la porte qui est juste où le panneau est collé? Donc, c'est des choses simples pour moi. Mais vous avez raison, on n'y est pas encore. Et je me mets aussi dans le bain parce que je prends mes responsabilités en tant que concepteur. Si je dois revenir pour améliorer, pour augmenter les zones de ventilation, autre chose, moi, demain, je suis autour d'une table pour comprendre comment on peut avancer. Est-ce que la grande porte est ouverte? Vous exagérez parce que vous me lancez sur un sujet. J'ai promis d'être hyper sympathique. Hein, certains m'ont vu ça. Mais vraiment, hein, vous faites exprès. Je suis sûr que c'est une question. Je vais essayer de rester sympathique. Vous avez vu qu'on avait travaillé. Au départ, on avait tout couvert. Et donc, humblement, on s'est dit, ça va, à un moment donné, voilà, on va faire quelque chose de beaucoup plus fin, mais quand même un peu démonstratif. On fait cette porte. Il y a 5 ans, 6 ans, il y a une dame âgée qui s'est pris une porte à Nancy, dans un sortie d'un... Voilà. C'est devenu impossible d'ouvrir des portes à Nancy. Alors, quand elles font plus de 2 mètres, c'est carrément interdit. Donc, il y a des hommes ou des femmes qui ont décidé de la fermer. Mais ils l'ont fermée, mais ils ne se sont pas dit que en fait, ça servait la porte, c'est juste pas pour la déco. Alors, on leur a dit, bah, écoutez, si c'est la hauteur de la porte qui vous gêne, on va la couper en 2. Ça fait déjà plus d'1 an qu'on a fait les études et qu'on n'a pas vu quelqu'un découper la porte. Donc, il y a quelque chose qui bloque. Le propriétaire de ces lieux bloque. Ou les propriétaires de ces lieux bloquent. C'est absurde, c'est totalement absurde. Vous avez cette chance aujourd'hui de rentrer dans la section de Artem grâce à cette conférence. Vous avez vu l'odeur, c'est très intéressant. Je croyais que ça allait être pire, mais c'est plutôt l'odeur des plantes qui sont là. Mais c'est pas possible. Il faut l'ouvrir. Alors on nous a dit la porte s'ouvre pas assez vite. On peut tout trouver. Moi, je suis prêt à faire ce qu'il faut pour la rendre utile et l'ouvrir. C'est la porte d'entrée. C'est de l'argent public. C'est de l'argent public qui a été mis dans cette galerie. Ça doit revenir au public. Ça doit revenir aux habitants et aux universitaires.
vous demande d'attendre le micro, s'il vous plaît, pour poser une question. C'est exactement la même intervention. C'est le ton de ce débat et de votre présentation, il est excellent parce que je pense qu'on est tous avec ce sentiment de frustration vis-à-vis il y a une intelligence exceptionnelle. Enfin, il y a tous les arguments pour que ce lieu fonctionne, pour qu'il soit... Moi, je suis un habitant et un travailleur de ce quartier. La galerie est morte, effectivement. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'animation, il n'y a même pas une vie étudiante telle que moi je l'ai connue en tant qu'étudiant. Quand je faisais mes études à Paris, il y avait une queue pour rentrer à la bibliothèque de Pompidou. Il devrait y avoir une queue pour rentrer à la médiathèque de ce site exceptionnel. Mais du coup, on a envie de vous demander, mais qui est garant de la continuité des choix que vous décrivez, qui sont ceux du lieu ? Et quand est-ce qu'effectivement il y aura une place citoyenne pour revenir à des intentions que tout le monde exprime là, d'ouverture, de vie, quoi ? Franchement... Alors pourquoi ? Moi, je vous félicite de l'aspect technique que vous nous avez donné. Certes, vous êtes, disons, des architectes inégalables. Encore que... Des architectes, pardon, je n'ai pas compris. Inégalables, encore qu'il y a des architectes qui vous dépassent. Bon, cela dit... J'espère que je n'ai pas donné cette impression. Un peu d'humilité. J'espère que je n'ai pas donné cette impression. Moi, je suis une citoyenne basique. J'habite à Clairlieu, qui est une ancienne cité... Comment cité ? Une ancienne abbaye cistercienne. Et je suis la seule, aujourd'hui, à être... Quand même, on est 9000 habitants. Aucun impact. Pourquoi ? Parce qu'au départ, il y a toujours cette idée que les techniciens, ce qu'on appelle vaguement les énarques avec un mépris qui n'est pas justifié, et on confie nos vies, nos personnes à des gens certes qualifiés techniquement. Mais la vie, elle n'était pas là. Elle n'a pas été là au départ. Au départ, on a en 2006, là, qui savait que vous planchiez là-dessus ? Qui ? Personne, même pas les universités voisines. Je vois des BU un peu partout. Quels sont les rapports entre la BU de médecine et toutes les autres BU, n'est-ce pas, bibliothèque universitaire ? Et quels sont les rapports avec le jardin botanique ? Et quels sont les rapports avec tout ? Tout ça ne semble pas lié d'emblée, du départ. C'est des fondations qui manquent. C'est de la vie au départ. Excusez-moi d'être passionnée, je suis catalane. Donc ça explique beaucoup de choses. Cela dit, je ne vous reproche rien. Je dis qu'au départ, il n'y a pas eu de concertation, il n'y a pas eu de démocratie, il n'y a pas eu de partage. Ça ne peut pas être vivant, mais c'est rattrapable. Je suis optimiste. C'est rattrapable parce que je vous le dis, parce que beaucoup le pensent aussi, qu'il n'y a pas d'entrée ici. Votre galerie, excusez-moi, ça fait des années que je passe devant, mais je la vois comme un barrage, un beau barrage, dont les couleurs me rappellent celles des vitraux de Jean Marais, excusez-moi du lapsus, de Cocteau à l'église Saint-Firmin de Metz. J'espère que vous les connaissez. Oui. Bon, des roses pâles, des mauves, c'est splendide. Et les couleurs choisies me le rappellent. Parce que Nancy, quand même, elle a une... Vous êtes parisien, excusez-moi, mais Nancy, même si ce n'est pas une vieille ville, elle a quand même une histoire. Même une histoire historique, l'armée. Vous faites fi un peu de l'armée. L'armée, elle a quand même été vachement chouette quand il a fallu... Mais non, mais parce que vous avez dit les casernes. Non, mais je ne veux pas réhabiliter les casernes non plus. Mais je vous dis, il faut tenir compte de ça. Et il y a eu combien de garnisons, de gens qui étaient là, quoi. Eh bien, tout ça, ce terreau, cet humus, on ne le voit pas. Un petit peu de temps à Cyril Trétou pour répondre et à d'autres questions. Merci. Bon, écoutez... On pourra discuter ensemble après, et parce que vous êtes passionné, je suis un passionné, et vous posez des questions qui sont des questions de politique, de concertation, c'est des sujets qui sont hyper importants, vastes et tout. Je dirais une seule chose, madame, une seule chose, essentielle. Il y a, en France, personne qui n'a inventé le principe d'artémisation. Il y a en France aucun centre universitaire campus qui a mis dès 2006 en forme, dès 1999
dans la tête des politiques qui l'ont porté ensuite, cette notion de concertation, de travailler ensemble et de mettre des unités ensemble. Donc, j'allais dire, le terreau, il était là, l'esprit était là, et j'espère qu'il continuera à vivre à travers cette galerie. Et avec plaisir, j'ouvrirai plus de portes pour y rentrer. Bonjour. Pour répondre à Madame, merci pour cette conférence, c'était super intéressant. Nous, on est étudiants sur Artem, on est étudiants dans l'école d'art, et c'est hyper intéressant d'entendre parler de notre galerie comme ça. On est super déçus du fait que la grande porte soit fermée, et on aimerait que du coup cette conférence permette peut-être de faire écho et de faire ouvrir cette fameuse porte. Et par rapport à la réflexion de Madame, nous, c'est pas faute d'avoir essayé de faire des événements dans la galerie. Le problème, c'est que c'est en interne, dans les écoles, que ça bloque. C'est au niveau de l'administration. Du coup, on s'adresse à notre nouvelle directrice. Ah, j'ai bien fait de venir. Je vais faire un petit rectificatif et aussi je vais répondre à la dame. Alors, c'est plus complexe que ça. Vous savez, il y a eu la sécurité, la commission de sécurité, qui a été mon cadeau d'arrivée, puisque je l'ai faite le 2e jour. Et nous, on est, en tout cas moi, je suis responsable de toute la partie école, etc. Et la partie galerie, c'est la métropole et la ville, en fait. Et je suis en train de découvrir ça. Vraiment. Encore une fois, moi, je suis arrivée lundi. Bravo. Donc, je trouve que en 5 jours, j'ai déjà fait pas mal de choses et je vais continuer à en faire. Je voudrais juste répondre à la dame, juste d'avant. Comment sont connectées les bibliothèques? Alors, les bibliothèques sont très bien organisées, notamment les bibliothèques universitaires. Il y a du pré inter-universitaire. Il y a une bibliothèque ici qui est ouverte, les étudiants peuvent en attester, et qui est ouverte à tous les étudiants, ce qui n'est pas le cas des autres bibliothèques le soir. Il y a même la foule, et notamment les étudiants des autres campus qui viennent ici, donc Séville. Et puis, quant au lien avec les parcs botaniques, etc., les étudiants peuvent en attester. Il y a énormément de projets qui se tissent comme ça, un peu partout dans la ville. Alors, vous allez nous dire, on ne vous le communique pas. C'est de l'enseignement, un moment. C'est aussi réservé à des étudiants. C'est de la recherche. C'est réservé à des chercheurs. Et dès qu'on peut ouvrir, on le fait. Et hier soir encore, il y avait je ne sais pas si vous étiez là, il y avait un concert de l'opéra à l'école où on a fait notre maximum pour pouvoir ouvrir, tenant compte effectivement de cette contrainte qu'encore une fois, moi, je découvre. Voilà. Alors, effectivement, il y a des difficultés, mais il y a quand même beaucoup de choses qui, grâce à ce campus, à ce programme architectural, fonctionnent. Et ça prend du temps. L'architecture, l'urbanisme, ça prend du temps. Faire ensemble et vivre ensemble, ça prend du temps. Voilà. On ne peut qu'améliorer. Bonjour, moi je vais rajouter un point à la directrice que j'ai connue hier. Je salue en même temps M. Jean-Pierre Belmonte, qui est le directeur de l'Institut Jean Lamour. Je voulais rappeler à la dame qui a intervenu... Peut-être vous pouvez vous présenter en 2 minutes. Donc, je suis Badreddine Dougal, le secrétaire général de l'École des mines de Nancy et de la gestion de site. Donc à ce titre, responsable de sécurité en lien avec M. Belmonte, pour la partie à côté. La galerie, il tient qu'à vous de la faire vivre. Cependant, pour l'instant, une commission de sécurité est passée, nous a interdit de l'utiliser pour des raisons de sécurité. Donc, il y a une assistance à maîtrise d'ouvrage qui est en train de statuer dessus. Donc, d'ici 1 an, on rouvrira la galerie centrale côté mine, et là, il y aura des manifestations. Voilà. Et bien entendu, vous serez le bienvenu quand vous voulez, puisque c'est une rue. La galerie, c'est une rue. Mais quand la dernière porte là sera complètement réparée, ça reprendra vie, et il y aura aussi des animations au milieu. Et je vous rappelle que courant mai, alors, je pense que notre chargé de com de l'association Artem sera partie prenante de cet élément, donc je vais donner une information. Il y a ce qu'on appelle la fête du quartier avec la fête des voisins. Donc là, c'est un élément de contact avec les citoyens de la ville, du quartier. Et je rappelle, et je rajouterai même que les voisins que vous êtes invités à vous rendre dans la bibliothèque puisque vous êtes autorisés au même titre que les étudiants. Voilà. Ce sont que des choses positives. Tout à voilà. fait. Il faut le temps, il faut certainement un petit peu de pression, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. Parce que la porte a changé. Les papiers et les documents, ils sont réalisés depuis un bon bout de temps. Mais s'il faut tenir le stylo de celui qui signe l'appel d'offres, moi je suis prêt à venir. Mais tout ça est très positif. Moi je suis très content parce qu'encore une fois, il y a une envie. Bon.
Ça ne se déclenche pas comme ça. On aurait voulu faire depuis 2 ans la fête dans cette galerie. Voilà, je vois qu'il y a des projections qui se font à l'extérieur, il y a aussi des choses qui se mettent en place autour de cette galerie. On ne va pas trop focaliser sur la galerie. Et vous avez raison, si une commission technique, pour une raison XY, je ne la connais pas, décide de quelque chose, il faut dialoguer, il faut discuter. Il y a tout pour les ouvrir, ces portes. En fait, c'est un point de droit lorsque la galerie a été construite. C'était prévu que les gens passent, mais ne stationnent pas. Et la commission de sécurité, la numéro 6, qui date de 88, a marqué noir sur blanc que c'était interdit de stationner, seulement de passage. Voilà, c'est le petit hic. Donc ça va être levé en remettant en sécurité un ERP. Voilà. Voilà, mais vous êtes le bienvenu. N'hésitez pas à nous saisir en direct, soit à l'école des mines, soit à l'ICN, soit à l'école des arts. Si vous voulez faire des manifestations, venez nous voir. Voilà, parce que nous, on ne sait pas qui vous êtes. On ne va pas le chercher à côté. Donc venez nous voir, on est visible. Madame a l'air d'être bien intéressée, hein, en haut, pour faire une première manifestation. Hein? Et Madame la directrice, oui. Ouvrez s'il vous plaît la dernière section. Et peut-être que Jean-Pierre, Monsieur Belmont, Thierry. À quel sujet tu veux que j'intervienne? Ça a déjà été dit. Non, je suis à peu près d'accord avec ce qui est dit. Je pense que c'est un lieu que l'on espère plus vivant dans les mois et peut-être les années, j'espère pas, mais au moins les mois qui viennent. On essaye de contribuer à ouvrir l'Institut Jean Lamour régulièrement. On vous a parlé de l'événement du 5 octobre auquel vous êtes conviés naturellement. Je crois que le monde des chercheurs, c'est comme celui des ingénieurs, des talents créatifs que l'on a aussi bien à l'ICN qu'aux Beaux-Arts. C'est un monde qui doit être ouvert. Nous, on travaille de toute façon toujours en collaboration. On a 40 nationalités au sein de l'Institut Jean Lamour. Donc ça vous donne une petite idée du vertige, du melting pot que cela représente. Et je pense que sans cette approche très ouverte des choses, on ne travaille pas correctement. Donc je continue à plaider pour ce site qui, à mon avis, doit être ouvert comme tout le reste. Toute approche culturelle doit l'être naturellement et je pense qu'il est important de également sensibiliser nos politiques qui, je crois, le sont également, mais qui ont cette double exigence de sécurité et d'ouverture qui fait que, dans les temps que nous connaissons aujourd'hui, c'est parfois compliqué lorsqu'on est politique d'assumer les deux. Voilà, j'en dirai pas beaucoup plus que ça. Je fais le dernier, dernier petit mot. Comme on dit, le campus Artem, il vous est ouvert. On fait des conférences, il y a des expositions, il y a des portes ouvertes, il y a des journées comme aujourd'hui. Et je rappelle les 2 dates, si vous voulez encore venir et découvrir encore plus de choses sur le campus Artem. Donc le 5 octobre, pour la fête de la science, c'est l'Institut Jean Lamour qui sera ouvert. Et le 17 octobre, on fête les 20 ans Artem. Voilà. Et les journées portes ouvertes des différentes écoles, bien évidemment. Et vous êtes, bien entendu, invités. On sera ravis de vous y voir et à toutes les autres manifestations qu'on organise. Voilà. Merci beaucoup.